Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. De retour vers la continuité du chapitre qui concerne l'impôt sur les sociétés. On a déjà vu une capsule qui concerne les champs d'application. Ça veut dire que la détermination des personnes imposables et des personnes qui sont hors champ de l'IS. Puis, j'ai fait une introduction sur la base imposable et pourquoi on a choisi le résultat comme base imposable au niveau de l'IS. On a déjà vu que la base imposable au niveau de l'IS, c'est le résultat fiscal et non pas le résultat comptable. Mais il y a une relation entre les deux tant que le résultat fiscal égale le résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions. À partir de cette capsule, on va traiter les produits et les charges dans un objectif de déterminer pour les produits est-ce que c'est un produit imposable ou un produit non imposable. S'il s'agit d'un produit non imposable, on va le déduire. Et la même chose pour les charges, on va traiter est-ce que la charge est déductible ou non. Parce que s'il est déductible, on va rien faire et s'il est non déductible, on va la réintégrer. Donc, l'analyse que je vais faire ici, c'est toujours donc de déterminer est-ce que c'est un produit imposable ou non imposable pour la partie qui concerne le traitement des produits. Règle importante. Au niveau fiscal et au niveau de traitement des produits et des charges, on ne corrige pas les erreurs comptables. On s'intéresse seulement à leur influence sur le résultat fiscal. Concernant les produits et les charges, ça veut dire que si le comptable fait une erreur, donc on va le corriger d'une manière fiscale s'il va influencer le résultat fiscal. Sinon, on ne s'intéresse plus. Parce que le fisc n'est pas de sa mission de corriger la comptabilité d'entreprise. Il s'intéresse au montant de l'impôt à payer par l'entreprise. C'est l'affaire de l'auditeur qui fait de sa mission d'audit de corriger les erreurs comptables ou bien de donner un avis sur la comptabilité de l'entreprise. Au niveau fiscal, donc pour le traitement des produits et des charges, si le comptable fait des erreurs, donc on va les corriger dans le tableau de réintégration et déduction. De ce fait, si la charge est déductible, on ne va rien faire parce qu'elle est déjà inclus dans le résultat comptable. Et si c'est une charge non déductible, on va la réintégrer. Pour les produits, la même chose. C'est un produit imposable, on ne va rien faire. Si c'est un produit non imposable, on va le déduire dans le tableau de réintégration et déduction. Le traitement des produits au niveau fiscal de ce que je vais faire ou bien de ce que je vais suivre au niveau de l'IS, je vais suivre la même démarche que la comptabilité. Ça veut dire au niveau des rubriques, produits d'exploitation, produits financiers, produits non courants. Donc je vais prendre pour chaque type de produit l'analyse qu'on va faire pour les éléments de chaque rubrique. Commençons par les produits d'exploitation et ce sera le sujet de cette vidéo. Donc je vais traiter dans cette capsule juste les produits d'exploitation et leur traitement fiscal. Est-ce que c'est un produit imposable ou non? Je commence par le premier produit d'exploitation, c'est le chiffre d'affaires. Ça veut dire les ventes des marchandises ou bien les ventes de biens et services. On sait bien que les opérations qui sont liées à la vente des marchandises et des produits finis, c'est la facturation, la livraison et le paiement. Donc, on parle de fait générateur. Fait générateur, ça veut dire que quel est le fait ou bien quelle est l'opération qui va générer l'imposition, bien sûr au cours d'une année N. Est-ce que lorsqu'on facture la vente, elle devient imposable ou bien lorsqu'on va la livrer ou bien lorsqu'elle est encaissée. Au niveau des faits générateurs des ventes de marchandises et de produits finis, c'est la livraison. Pourquoi la livraison? Donc, c'est la date de livraison qui détermine l'exercice où la vente sera imposée. Donc, parce que la livraison, elle se définit par le transfert de propriété. Lorsque la marchandise ou bien les produits finis, ils vont transférer de propriété du fournisseur vers le client, donc pour le fournisseur, elle est considérée comme une vente et il sera imposé à l'exercice où il a fait la livraison. Encore parce que la livraison qui impacte le stock. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la livraison, on a une sortie des marchandises ou bien des produits finis des stocks. Donc la vente, s'il est livré, elle est imposée. S'il n'est pas encore livré, elle n'est pas imposable, bien sûr, au cours d'un exercice donné. Pour les ventes de services, donc généralement, le fait générateur des services, c'est l'achèvement. Ça veut dire que lorsque l'entreprise elle termine le service rendu à son client, la date de l'achèvement
il correspond à l'exercice où il sera imposé. De même, il y en a des encaissements qui sont liés au chiffre d'affaires et on va voir leur traitement. La première sont les avances, les arts et les acomptes. Donc, ce sont des éléments, s'ils sont enregistrés parmi les produits, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, les arts et les avances et les acomptes, ils doivent être enregistrés au niveau du passif. Parce que lorsque je parle d'une avance, ça veut dire que c'est un paiement qui va précéder la livraison. Donc, de ce fait, la vente ou bien l'opération n'est pas encore imposable. Donc, s'il y en a une avance ou bien un art ou bien un acompte qui est inscrit au compte des produits, on va le déduire. Deuxième élément, c'est lorsque la vente elle est enregistrée à son montant TTC. Donc, on sait bien que le montant de la TVA, ça veut dire que la TVA facturée, c'est un élément de bilan. Donc, la vente, s'il est enregistré ou bien comptabilisé à son montant TTC, donc on doit déduire le montant de la TVA. Voici quelques exemples concernant le chiffre d'affaires et leur traitement fiscal. Vous avez la première opération, vente de produits finis livrés le 20-12N, la facture établie le 4N, N plus 1, le montant de 150 000. Pour cette opération, cette vente, quand elle est imposée? Bien sûr, puisque la livraison est faite au niveau de N, donc c'est un produit imposable au niveau de N. Donc, de ce fait, s'il est comptabilisé à l'exercice N, donc bon, rien à signaler, mais s'il n'est pas comptabilisé en N ou bien il est comptabilisé en N plus 1, donc on va le réintégrer au niveau de l'année N. Donc, la vente, puisqu'il est livré, c'est un produit imposable à l'exercice N. Deuxième opération, donc vous avez des ventes des marchandises d'un montant 300 000 dirhams. Les marchandises sont sorties du stock le 30-12N. La livraison au client dure 7 jours. La réception au stock du client sera le 5-1, 1 plus 1. Donc, quel est le traitement fiscal de cette opération? Donc, on peut avoir ce cas où la livraison elle va durer plusieurs jours. Donc, si je prends le cas d'un fournisseur qui est installé à Oujda et le client il est installé à Dakhla ou bien à l'Ayoun, automatiquement la livraison elle va durer plusieurs jours. Et même s'il s'agit d'une exportation par les camions, donc il peut prendre 3 jours, 4 jours, même une semaine pour que le client sera livré. Donc pour cette opération, est-ce qu'il est imposable au niveau de N ou bien de N plus 1? Donc, même si j'ai dit ici, les marchandises sont sorties du stock le 30-12N, il y en a une période de 7 jours entre la sortie du stock du fournisseur et la réception du stock au niveau du client. Donc, ça dépend des cas. Il y en a deux cas ici. Donc, le cas de transport, qui est responsable de transport? Donc, si on parle de la livraison magasin, ça veut dire que la marchandise est livrée à la sortie du magasin ou bien des stocks du fournisseur. Ça veut dire que c'est le client qui est responsable du transport. De ce fait, pour ce cas, le montant des ventes il sera imposé au niveau de N. Mais si la livraison est livraison domicile, ça veut dire que la livraison se fait au stock ou bien au magasin du client, donc elle ne sera pas imposable au niveau de N, mais elle sera imposable au niveau de N plus 1. Donc je répète ici, qui va déterminer est-ce qu'il est imposable ou non, donc c'est la responsabilité du transport. Qui est le responsable de transport? Si le responsable et c'est le fournisseur, donc au niveau de N, il n'est pas considéré comme vente livrée. Ça veut dire que la livraison, elle est faite en N plus 1. Et si le responsable ici de transport, c'est le client, donc la livraison s'est faite au niveau de N, elle sera imposée pour le fournisseur, elle sera imposée au niveau de N. Donc, je répète, ici, la question de l'imposition de cette vente, elle dépend de qui prend la responsabilité de transport. L'exemple numéro 3, avance sur marchandises à livrer 50 000. Donc, les avances, on a dit que s'ils sont enregistrés parmi les produits, on va les déduire parce que ce n'est pas un produit, c'est un élément du passif. Quatrième élément, c'est vente de produits finis comptabilisés en TTC. On sait bien que la TVA c'est un élément du passif, donc il ne doit pas être inclus parmi les produits. Donc on va déduire juste le montant de la TVA. Donc à déduire la TVA, puisqu'il n'est pas mentionné ici le taux de la TVA, on prend le taux qui est normal,
qui est de 20%. Donc, le montant de la TVA, c'est 180 000. On va le diviser sur 1,2 pour nous donner le hors-taxe, fois 20% le taux de la TVA, elle nous donne 30 000. Donc, pour cette opération, on va déduire 30 000. Le deuxième élément des produits d'exploitation, donc il s'agit de variations de stock. Bien sûr, le stock qui est enregistré au niveau des produits, c'est le stock des produits finis, le stock des produits intermédiaires et le stock des déchets ou bien des produits résiduels. Comment doit être l'évaluation du stock? Donc, on parle de l'évaluation du stock final. Donc, je répète, l'évaluation du stock final, comment il doit être? Au niveau fiscal, ce qui est admis, c'est pour les produits finis, il doit être au coût de revient. Donc, au coût de revient, ça veut dire que le coût par lequel l'entreprise a supporté pour la production de ces produits. De ce fait, s'il y en a une surévaluation, donc on va déduire la différence. Et s'il y en a une sous-évaluation, on va réintégrer la différence. Donc, le stock final au niveau des produits finis, il doit être évalué au coût de revient. Si le coût d'évaluation est supérieur au coût de revient, on va déduire la différence. Et s'il est inférieur au coût de revient, on va réintégrer la différence. J'ajoute des précisions ici. Vous avez la précision numéro 1. Si le cours du jour ou bien le cours à la date d'inventaire est inférieur au coût de revient, il est accepté fiscalement d'évaluer le stock de produits finis par le cours du jour, mais cette dépréciation doit être constatée par le biais de la provision et non pas sur la valeur du stock. Donc, si vous trouvez que le stock de produits finis, on peut l'évaluer au cours du jour, c'est par le biais de la provision. Ça veut dire qu'on doit constater le stock final par le coût de revient et on va constater une dotation de provision pour dépréciation de stock par la différence entre le cours du jour et le cours du revient de ce stock. Deuxième précision, c'est que au niveau fiscal, les méthodes acceptées pour l'évaluation de stock sont le coût moyen pondéré et le premier entrée, premier sorti, ça veut dire FIFO. Donc, s'il s'agit d'une différence des méthodes au niveau de l'évaluation de stock, on doit prendre en considération les différences afin que le stock de produits finis doit être évalué soit au coût moyen unitaire pondéré, soit aux méthodes FIFO. Pour les produits intermédiaires et les produits en cours, donc ils seront évalués au coût de production. Ça veut dire que l'ensemble des charges directes et indirectes qui sont incorporées dans ces produits juste pour les en cours, juste au stade de leur fabrication. Pour les produits résiduels, les déchets et les rebuts, donc c'est au cours du marché, au jour de l'inventaire ou à défaut du cours, leur valeur probable de réalisation. Bien sûr, pour les déchets, lorsqu'ils sont vendables, donc on va l'évaluer au cours du marché. Pour les immobilisations produites par l'entreprise elle-même, donc ces immobilisations, donc ils sont inscrits au niveau des produits d'exploitation. Comment elles doivent être évaluées? À leur prix de revient, ça veut dire qu'à leur coût de production. Donc, si l'entreprise va produire une immobilisation, donc la valeur qui doit être au niveau des immobilisations produites par l'entreprise elle-même, donc c'est le coût de production. Encore des exemples concernant les variations de stock et les immobilisations produites par l'entreprise elle-même. Vous aurez un stock de produits finis A évalué au coût de revient 60 000. Puisque le stock est évalué au coût de revient, donc rien à signaler, c'est un produit imposable. Deuxième exemple, un stock de produits finis B évalué au prix de vente 100 000. Le taux de marge est de 10%. Donc ici, il n'est pas évalué au coût de revient, mais au prix de vente. Ça veut dire que le prix de vente est supérieur au coût de revient. Donc le stock doit être évalué au coût de revient. Donc on va déduire la marge. Donc la marge c'est 100 000 fois 10%, 10 000, afin de le refaire ou bien de le revoir au niveau de son coût de revient. Donc ici, il y en a une surévaluation. Donc un stock de produits finis C évalué au cours du jour de l'inventaire 75 000, alors que le coût de revient est de 100 000. Donc ici, il y en a une sous-évaluation donc de 25 000 qu'on doit la réintégrer. Donc à réintégrer la différence 100 000 moins 75 000, 25 000. Et cette 25 000, il peut être déduite, donc, mais par le biais de la provision pour dépréciation de stock et non pas sur la valeur du stock final. Donc vous avez troisièmement un dépôt construit par l'entreprise elle-même, évalué à un coût estimé par l'ingénieur de l'entreprise 1 400 000.
dont le coût de terrain est de 300 000. Le prix de revient de dépôt est de 1 200 000, prix de terrain inclus. Ici, il y en a deux éléments. Premièrement, pour ce dépôt, il est construit par l'entreprise sur un terrain qui est acquis par l'entreprise. Donc, vous avez le coût de terrain, c'est 300 000. Donc, au niveau de construction, comptablement et fiscalement, au niveau des constructions, on doit avoir hors prix de terrain parce que le terrain il doit être enregistré au niveau de l'immobilisation terrain nu. Donc le coût de terrain ici, puisqu'il est enregistré au niveau des immobilisations, on doit le déduire. Ainsi, il y en a une différence au niveau du coût estimé par l'ingénieur et le prix de revient. Le prix de revient de dépôt, c'est 1 200 000, prix de terrain inclus. Donc, il y en a une surévaluation de 200 000. Donc, cette 200 000, il doit la réintégrer. Donc, la différence de coût, donc 200 000 à déduire, puisque la construction, les immobilisations produites par l'entreprise, ils doivent être évaluées au prix de revient ou bien au coût de production.